On retrouve nos deux derniers invités de la matinée. On boucle cette séquence consacrée aux jeunes, à la jeune génération, aux difficultés de recrutement et puis surtout aux façons aussi de communiquer, de faire de la pédagogie pour bien expliquer ce qu'est la réalité de ces métiers, les perspectives de carrière. Et donc nous avons deux invités pour conclure cette table ronde. Jean-Bernard Mellet. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Emmanuel. Vous êtes président d'Eldo et présentateur du podcast L'influenceur BTP. Eldo, c'est quoi ? Eldo, c'est une start-up, c'est un logiciel qui aide plus de 10 000 artisans et 120 fabricants dans 20 pays à mieux gérer leurs relations clients et leur notoriété. Et Hervé Exca. Bonjour Hervé. Bonjour. Hervé, vous êtes l'animateur de Technique TP. Et présentez-nous Technique TP. C'est un groupe Facebook, plus de 300 000 personnes. Ouais, on est 320 000 adhérents sur Facebook, followers exactement. Ouais. On a plus de 4 millions d'ouvertures par mois, parce qu'on a un groupe ouvert, on n'a pas voulu le fermer, c'est accessible sur la planète. Et on anime donc ce groupe, on est très présent sur LinkedIn aussi, c'est parce que nous on est plutôt dans le monde professionnel. Alors, c'est quoi votre parcours ? Qu'est-ce qui vous a amené finalement à vous lancer dans la communication sur les réseaux sociaux, sur vos métiers ? Alors, bon, déjà, dans notre association, dans cette équipe, la majorité ou l'exclusivité un petit peu de tout ce monde, c'est que les gens viennent du travaux public exclusivement. Ouais. Ce sont des professionnels à notre public, et souvent des gens qui ont fait carrière dans ce métier, et c'est des gens qui arrivent de tout domaine, aussi bien des bureaux d'études, de la conduite d'engins, des travaux de chantier. C'est très varié. Et vous échangez quoi sur ce groupe ? Alors nous, par le mot technique TP, on est particulièrement accroché à la technique, donc développer du matériel, des équipements, participer à des projets d'engins chez les fabricants, donner des conseils de conduite à des utilisateurs, voilà, un peu tout ce qui touche au matériel chantier. D'accord. Jean-Bernard, comment vous avez eu l'idée, vous, de lancer votre podcast ? Le podcast, tout simplement parce que j'en avais marre d'entendre parler du bâtiment négativement, qu'on dit c'est quand t'es pas bon à l'école que tu iras dans le bâtiment. Et en fait, moi je viens d'une famille d'artisans, il y a un savoir-faire qui est fabuleux, il y a des valeurs qui sont fabuleuses aussi. Et je me suis dit, qui est-ce qui est le mieux placé pour toucher des millions de personnes ? Et en fait, on a des centaines d'artisans qui créent du contenu sur les réseaux sociaux, comme Hervé avec son groupe Facebook, et qui change complètement la vision du secteur. Donc là, moi, depuis 2 ans que je fais ça, j'ai pris 50% d'invités qui sont des femmes, des artisanes, parce que ma tante était maçon, voilà, il faut le savoir aussi. Et donc, j'ai invité Kelly Cruz et plein d'autres femmes fabuleuses, Solène Treptel dans les TP, pour qu'elles viennent raconter et expliquer comment elles se servent des réseaux pour valoriser le métier de carreleuse, le métier du TP. Exca, vous avez quand même une longue carrière, j'imagine, dans les TP. La période actuelle, vous la qualifieriez comment ? Est-ce que c'est une période de foisonnement, d'innovation, de changement, comme vous en avez connu peu, ou est-ce que vous allez me dire, bah non, finalement, nos métiers, ils ont toujours passé leur temps à évoluer ? On a quand même l'impression qu'il y a une conjonction d'accélérateurs de tendance en ce moment qui est assez unique. Ah oui, c'est fantastique en ce moment. Quand on voit le salon aujourd'hui avec la décarbonation, le guidage 3D, allez, on va faire un petit historique en 20 secondes. Moi, j'ai connu les engins à câble, des engins avec des treuils, des engins ensuite avec une cabine. Quand est arrivée la cabine, c'était fantastique. Alors, je vais faire un parallèle. Quand est arrivée la cabine sur les engins, les anciens disaient « Oh, mais on n'en veut pas parce qu'on n'y voit pas bien ». Aujourd'hui, vous demanderiez à n'importe quel gamin si on enlève la cabine, il n'y en a pas question. Après, on arrivait la climatisation, les sièges pneumatiques, le confort, pour nous tous comme un automobile, quoi. C'est un gros progrès. Donc ça a été une évolution considérable. À l'heure actuelle, on se bute à un problème, c'est que tous nos jeunes, pour parler des jeunes, puisque c'est le sujet, ont des cabines super bien fichues, et on est en train de leur demander de revenir en arrière quelque part. On est parti sur des machines remote control avec des commandes à distance, aujourd'hui beaucoup. Vous avez plusieurs sites ici sur leur stand où ils présentent des engins, où on travaille avec l'engin en étant assis en déporté. Et les gens que l'on a mis dans les cabines, que l'on a mis un super confort, on est en train de leur expliquer que peut-être demain, mais même c'était une évidence, seront dans un bureau et vont travailler à distance. Alors, on va retrouver le même problème qu'il y a 30 ou 40 ans avec les nouvelles cabines et les treuils. Ils sont en train de nous dire, c'est mieux aujourd'hui, ne touchez à rien. Alors qu'évidemment, ça sera plus confortable d'être dans un bureau chauffé à l'abri, au niveau sécurité, au niveau du bruit et au niveau, quand on est sur un chantier, quand on va avoir des caméras sécuritaires autour de l'engin qui vont donner des zones
protégé. Dans une cabine, vous ne voyez pas la totalité de l'engin. Vous voyez devant vous, même avec des rétroviseurs, vous ne voyez pas la totalité. Quand vous êtes en déporté, vous voyez avec des caméras, vous voyez l'ensemble. On commence à avoir des véhicules autonomes. Est-ce que tu penses que dans 50 ou 150 ans, il y aura quasiment, c'est l'IA qui pourra piloter ces véhicules? Bien sûr. Une partie, alors tout ne sera pas réalisable avec des engins automoteurs, avec intelligence artificielle, ça va être compliqué. Mais prenons l'exemple d'un rouleau qui va compacter une surface plane de terre. On va monter un remblai sur 5 mètres de hauteur, c'est rectangulaire. Est-ce qu'il y a absolument besoin d'un chauffeur pour faire des va-et-vient répétitifs toute la journée? C'est pas valorisant pour le chauffeur. Donc est-ce que ce chauffeur-là peut peut-être avoir un autre poste beaucoup plus valorisant dans son entreprise et que l'intelligence artificielle conduise cet engin? On le voit dans l'agricole par exemple. Mais alors justement, quand on regarde les études faites par les grands cabinets internationaux, le BTP est quand même un des secteurs dans lequel la substituabilité totale entre l'intelligence artificielle et la machine est quand même la moins importante par rapport à tout un tas d'autres secteurs. C'est à peine 10%, je crois que c'est un travail du BCG ou de Goldman Sachs, qui vous dit, non, c'est un des secteurs dans lesquels on se dit la complémentarité homme-machine sera peut-être la plus excitante finalement demain. Je vais prendre 2 exemples pour que les gens comprennent. Quand vous roulez sur une route, il y a une bande centrale, une glissière à droite. Vous roulez côté droit en France et on roule côté gauche à l'opposé. Concevoir un système qui suit la glissière, qui regarde avec un radar si quelque chose s'arrête devant et qui limite la vitesse avec les panneaux, c'est compliqué. Mais il y en a qui y sont arrivés. C'est moyennement compliqué. Quand vous avez un champ qui est avec un gabarit, vous avez les limites, une planimétrie de sol, vous posez l'outil derrière le tracteur fait des va-et-vient, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des formes diverses, mais c'est tolérable. Sur un chantier, vous avez des zones humides, des remblais, des pentes, des engins qui travaillent à plusieurs, parce qu'une pelle va charger des camions, par exemple, il y a plusieurs engins en même temps. C'est extrêmement compliqué de développer des engins automoteurs parce que tout ce système est complexe, il n'est pas mathématique. Comment les Jean-Bernard, la nouvelle génération, comment vous la percevez? Les jeunes qui rentrent dans le métier aujourd'hui, vous les trouvez comment? Est-ce que vous les trouvez motivés? Est-ce que vous les trouvez là par hasard? Moi je dirais que les écarts sont de plus en plus importants. Alors il y en a qui ont, c'est plus un cheveu qu'ils ont dans la main, c'est énorme. Donc eux ils sont un peu là par hasard. Ils sont un peu là par hasard, et au contraire il y en a qui sont d'une maturité incroyable parce que ils ont les bonnes valeurs de leurs parents, et puis ils ont les connaissances du digital où ils vont apporter des choses qui n'existaient pas encore. Donc je pense qu'il y a un avenir qui est hyper intéressant grâce à nous et grâce aux nouvelles générations. Hervé Exca, vous les sentez comment, vous, les nouvelles générations? On dit moins enclines à travailler, un peu plus soucieuses de leur équilibre, vie professionnelle, vie personnelle, moins enclines à la pénibilité, etc. Mais on est tous pareils. Vous parlez de pénibilité, si on peut être au chaud dans un bon confort, je crois qu'on est tous d'accord. Si on peut avoir une vie personnelle où on a un peu plus de temps libre, on est tous d'accord. Donc les chauffeurs d'engins, les gens sur les chantiers à tous les étages, que ce soit des poseurs de réseau, dans l'enrobé ou l'encadrement, sont dans ce cadre-là. Ça c'est la vie actuelle et on ira dans ce sens-là. Et en plus, il y a un autre problème très important, et on le sait tous, il y a beaucoup de populations qui arrivent à la retraite dans les 10 ans à venir. On va avoir un manque crucial d'entrants, de jeunes entrants. Donc est-ce qu'il vaut mieux pas favoriser ces jeunes entrants sur des postes élevés dont on va avoir absolument besoin, et comme on parlait tout à l'heure, mécaniser différemment, aujourd'hui avec des pelles sur des titres rotatoires, des accessoires qui enlèvent du personnel au sol. Au niveau sécurité bien sûr c'est mieux, mais aussi au niveau efficience. Il est évident qu'il y a moins de personnel aujourd'hui. Il y a aussi besoin de faire évoluer les conditions de travail. Hier j'ai enregistré une émission du podcast avec la société Acorus qui a mis en place dans le bâtiment la semaine de 4 jours parce qu'ils avaient des problèmes d'attractivité, et donc en mettant la semaine de 4 jours en place, ils arrivent à avoir beaucoup plus de candidatures pour les métiers du bâtiment. Mais alors justement, les jeunes avec qui vous discutez et qui hésitent aujourd'hui à s'engager dans le métier, c'est quoi leur réticence et quels arguments vous trouvez pour leur dire mais attendez, vous allez faire une carrière hyper épanouissante dans nos métiers du BTP?
Alors moi, je fais souvent la chose suivante parce que on me connaît pas mal dans le monde du travail public, dans les allées, comme ça, on m'interpelle sur les chantiers. Je prends 2 minutes. Je dis voilà, moi j'ai commencé à 16 ans. J'ai aucune étude. C'est simple, j'étais pas très ami avec mes professeurs. J'ai travaillé chauffeur d'engin, démonstrateur. J'ai travaillé au bureau d'études, la formation, aux techniques, au développement des produits. Je suis passé au commerce. Je gagne très bien ma vie. Alors voilà, j'ai dit voilà, tu commences avec rien, tu finis tes carrières avec un joli poste. Tout le monde vient te chercher et il y a un élément qu'il ne faut pas oublier. J'ai toujours une fiche de paye en haut au pare-soleil à la voiture. Ouais. Et quand on parle avec moi, je dis tu es quoi, tu es ingénieur, tu es quoi, tu es dans quel domaine, alors, tu gagnes combien, je sors ma fiche de paye, je monte ça au mec, j'ai aucune étude, regarde la fiche de paye, il y en a qui tombent par terre. Ça fait partie des Allemands. C'est pour ça que, honnêtement, quand on fait la liste, finalement, de tous les... On dit, bon, ce sont des métiers qu'on peut exercer partout en France. Or, dans le monde. Et dans le monde. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des tas de jeunes qui aspirent à travailler et à faire leur vie près de là où ils sont nés, près de là où ils ont grandi. Il y a peu de métiers qui permettent ça, autant que les métiers du BTP. Vous l'avez dit, Hervé, c'est quand même des métiers qui sont bien payés. C'est des métiers dans lesquels finalement le rapport homme-machine est plutôt enthousiasmant. C'est des métiers dont on peut dire qu'ils vont quand même être moins pénibles à l'avenir. C'est des métiers qui ont du sens parce que si vous avez envie de bâtir une planète un peu meilleure, là vous êtes quand même au cœur du sujet. Donc moi, je veux dire, je ne vois que des aspects incitatifs et motivants. Vous avez l'impression qu'on ne les perçoit pas forcément. Moi je pense qu'on n'a pas assez communiqué dessus, que trop longtemps on a mal communiqué sur la filière et qu'en fait les jeunes quand ils découvrent la filière ils n'hésitent pas. Ils vont dedans pour tous les avantages que tu as cités. Donc pour moi l'enjeu c'est de faire connaître beaucoup plus ce secteur, les possibilités de carrière dont Hervé parlait et on va réussir à avoir toutes les personnes qu'il faut pour décarboner la planète. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, Hervé, un vertige, peut-être des réticences pour les gens qui se disent effectivement ça devient trop technique, c'est pas, si on n'est pas ingénieur on n'y arrivera pas. Est-ce qu'il y a des gens qui se trompent en pensant que ces métiers ne sont pas pour eux? Alors moi je vais dire... Tu parlais de formation, des choses comme ça. Je dis, nous-mêmes, on est fautifs. Vous avez des enfants, on a des enfants. On voulait tous qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient avocats, qu'ils soient pilotes d'avion. Enfin voilà, on va pas se mentir. Moi, le premier, mon fils est informaticien en Hollande, ma fille, bon, ils ont des beaux boulots. On est content. Hein. Et on est fiers. C'est nos enfants. Bon, d'un autre côté, est-ce que nous, on ne s'est pas trompé dans nos métiers en n'allant pas voir les parents dans les écoles, comme je dis, en leur expliquant que le gars, il ne sera pas au fond de la tranchée à poser un tuyau, ou que s'il est au fond de la tranchée à 6 mètres de profond, il va gagner 3000 balles par mois en travaillant 35 heures. Ça change la donne. Mais on ne l'a pas dit tout ça, vous comprenez. Est-ce qu'on n'a pas, on parlait tout à l'heure de chantiers nationaux, mais internationaux. Les Français sont sur des gros projets de ponts, d'ouvrages, d'aéroports. Ils sont reconnus dans le monde. Il y a des gamins qui vont sur des plateformes pétrolières, des choses comme ça, qui gagnent 10 000 balles par mois. On n'en parle pas. Moi je dis tout ça, en France, on a un gros problème avec les emplois, avec l'encadrement, avec les salaires. Si le gamin il n'est pas cadre, même s'il gagne 2000 balles par mois, mais s'il n'a pas une jolie cravate, et il a loupé sa carrière. Mais il n'y a pas de honte de mettre les bottes, d'aller sur un chantier, de faire quelque chose que personne ne sait faire quelquefois. Est-ce que, Jean-Bernard, est-ce que aussi, l'image n'est pas brouillée, parce que vous parliez finalement du contact quotidien qu'on a tous avec finalement ces métiers du BTP, mais est-ce que l'image elle n'est pas brouillée par la vision que nous tous on a au quotidien de ce que sont nos contacts avec ces métiers du BTP qui sont plutôt peut-être les petits artisans qu'on fréquente plus finalement au quotidien et dans l'imaginaire des Français, les métiers du BTP ce sont les métiers de petits artisans qu'on fréquente parce que tous les Français ne vont pas sur des gros chantiers. Les petits artisans évoluent aussi, ils sont de plus en plus digitaux, on accompagne des très beaux réseaux nationaux comme l'enseigne verticale que tu connais, donc ils utilisent des outils aussi pour fournir une expérience client avec
un email pour confirmer leur rendez-vous, un SMS la veille du rendez-vous, des avis clients pour assurer, des vidéos pour mettre en avant les réalisations qu'ils font. Et donc, même dans l'usage des artisans au quotidien avec les particuliers, je pense que ça contribue aussi à changer l'image qu'on pourrait avoir de l'artisan qui arrive en retard, qui n'envoie pas son devis. Tout ça aussi, dans le sérieux de la profession, c'est ce qui contribue à renforcer son attractivité. Oui. Il y a aussi un autre enjeu, puisque vous êtes tous les deux, et que bon, effectivement, il y a les jeunes, et c'est une chose, mais vous êtes sur des secteurs dans lesquels les technologies évoluent tellement vite, et je parle même pas à la limite de la décarbonation ou du changement de motorisation, parce que ça, finalement, les engins, à la fin, ils bossent pas, mais je pense plus à la digitalisation ou des choses comme ça. L'autre enjeu, c'est quand même la formation continue, c'est-à-dire la formation des gens qui sont déjà rentrés dans cette filière. Est-ce que là, on fait ce qu'il faut? Est-ce que c'est assez bien géré? Comment vous regardez ça? Je ne vais pas me faire des amis en disant ça, malheureusement, mais bon, j'ai tendance à dire ce que je pense. Je pense qu'on dit toujours qu'il faut plus de moyens. Voilà, en France, il y a un gros problème. Quoi qu'on fasse, il faut plus de moyens. Il faut plus de moyens. Mais est-ce qu'on utilise les moyens comme il faut, hein? Je vais prendre un exemple. Pareil pour des choses simples. J'entends des fois quelqu'un me dire dans une école, par exemple, on va former un gamin là, la première année, donc c'est la base, il n'a jamais conduit d'engin. On va acheter une mini-pelle, on va mettre un tilt-rotateur, des équipements, le truc il vaut 30 000 balles, à la fin il vaut 60 000 balles. Mais pourquoi 60 000 balles? Parce qu'à l'école on aura la plus belle machine du quartier. Mais est-ce qu'il y en a besoin pour former les gamins? Moi je crois pas. Donc peut-être que d'acheter une machine comme ça, on va mieux en acheter deux, ou mettre un simulateur pour aller plus vite, vous comprenez? Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas toujours, on ne met pas toujours les moyens exactement en phase de ce qui serait nécessaire dans beaucoup de domaines. Je n'ai pas dit que tout est mauvais, attention, on fait de la très bonne formation en France. Mais quelquefois, il faudrait s'asseoir, être pertinent un peu. Jean-Bernard? Alors sur la formation, je voudrais quand même souligner une très belle initiative de l'État français. Donc on a répondu à un appel d'offres et nous avons créé Batigital avec 4 sociétés qui sont des formations que nous avons créées donc, au digital, à l'utilisation de Google et des réseaux sociaux, où l'État finance donc des formations gratuites. On a formé plus de 2000 sociétés. Et donc voilà, s'il y en a d'autres sociétés qui voient cette émission, qui veulent apprendre à se servir des outils, des logiciels pour gérer leur entreprise et gagner plusieurs heures par semaine, peuvent s'inscrire à Batigital pour en bénéficier et c'est payé par l'État. Est-ce que le métier n'est... Alors dans ce qu'on pourrait mettre un petit peu dans la colonne négative, peut-être par rapport au métier, est-ce qu'il n'y a pas peut-être la problématique de l'excès de réglementation, de l'excès de normes qui rend quand même aujourd'hui l'exercice du métier, alors, et encore plus pour les petites les PME, etc., encore plus compliqué, quoi. L'écologie et la normalisation en France sont devenus un problème. Ouais. On est peut-être un peu dans l'excès. On manque de formation de jeunes dans le BTP, c'est reconnu dans tous les artisanats, enfin tout ça c'est des métiers, c'est une catastrophe. Et on a des écoles qui sortent des ingénieurs en écologie, enfin tous les domaines verts on va dire, et tout ce qui est sécuritaire. On a bientôt plus de gens pour nous contrôler. Il y a des cas où ça arrive certains chantiers, on a plus de gens pour contrôler ce que l'on fait que pour réaliser le travail. Ça n'empêche pas qu'on a eu dernièrement des ponts qui sont cassés la gueule et des accidents graves alors que c'est contrôlé de partout. Pourquoi il y a ces problèmes? C'est bien d'avoir tout cet encadrement de contrôle. Il ne faut pas, attention, la sécurité est importante, on n'est pas là pour tuer les gens, loin de là. Mais peut-être que ces gens-là n'ont jamais fait vraiment de chantier. Ils ont leur vision du chantier, mais ils n'ont jamais été vraiment sur le chantier. Je pense qu'ils passeraient 2 mois avec les bottes d'hiver à voir comment se passe un chantier avant de devenir chef encadrant et d'arrêter le site. Ils auraient une autre vision peut-être. Quand on voit l'écologie en France aujourd'hui, tout l'hiver on laisse partir de l'eau douce à l'océan. On n'a plus l'autorisation aujourd'hui de faire des barrages, on ne peut plus faire une retenue d'eau ni ailleurs. Et l'été, on vous dit, on n'a pas de nappe d'eau, on n'a pas d'eau pour boire. Il y a un problème quand même. Est-ce que quelque part, on prend les bonnes actions? Ouais. Jean-Bernard? Oui, j'ai envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, comment sont faites les règles au niveau de la rénovation énergétique et les aides, l'accès aux aides à la rénovation énergétique tue des sociétés.
parce que c'est trop compliqué, parce qu'on a répondu aux règles et derrière il y a les financements qui n'arrivent pas. Et moi j'ai des clients qui meurent tous les jours à cause de ces règles qui sont pas bien faites. Il nous reste quelques minutes seulement. Hervé Prenat, non, XK, parce que c'est votre nom de scène. Parce que vous êtes quand même une vedette dans le milieu, bien sûr que oui, vous êtes connu sur les réseaux sociaux en tant que tel, bien évidemment. Alors, j'allais vous demander pour conclure, voilà, vous avez des jeunes qui hésitent, qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre d'embrasser la carrière du BTP? Vous avez déjà évoqué l'argument de la fiche de paye, qui, je le reconnais, n'est pas négligeable. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je vais leur dire, il y a la chose simplement, il y a 2 grands types de chantiers, pour faire aller à l'essentiel en quelques secondes. Il y a les très gros chantiers, bien sûr, avec l'encadrement. Donc le gamin, il va se retrouver dans une échelle où il y a un encadrement, chacun a son organisation et son travail à réaliser. Et il y a beaucoup de gamins qui sont bien dans cet élément-là. Ouais. L'un va s'occuper d'un langère, l'autre va s'occuper. Voilà. C'est cadré. Il y en a qui sont très très bien là-dedans et qui font leur carrière là-dedans, souvent sur les gros chantiers, c'est super. Ouais. Il y en a d'autres qui ne rentrent pas dans ce schéma. Tu parlais d'artisanat, nous on va parler des artisans qui ont des pelles, des angères, qui va aller faire un chantier chez un paysan de plateforme tout seul, sans plan. Il arrive, il a un papier, un stylo, sa pelle, un camion, et il va partir, il va laisser un chantier de 50 ou 100 000 euros tout seul. Propre, nickel, il va donner la fiche à son chef qui lui va faire un plan, le donner à son client final. Il y a de tout dans les TP, des petits boulots, des grands boulots, et je pense que tout le monde peut s'épanouir. D'accord. Jean-Bernard Mellet? Moi je parlais plus du BTP, du bâtiment en général. Je dirais aux jeunes que s'ils viennent dans ce secteur, ils sont au cœur de la décarbonation et de l'avenir de la planète, parce que c'est 25 à 40% des émissions de gaz à effet de serre par le logement et par le bâtiment. Et puis je dirais aussi que c'est un secteur où il n'y a pas de limite. C'est les seules limites qu'on se fixe, c'est celles qu'on a, parce qu'on peut évoluer énormément. Et puis il y a des valeurs qui sont de convivialité, des valeurs humaines qu'on retrouve dans aucun autre secteur. Donc que ce soit les jeunes, les femmes, les hommes, les jeunes et les moins jeunes, tout le monde est bienvenu dans le secteur du BTP. Merci beaucoup à tous les deux pour cette belle conclusion. Jean-Bernard Mellet, président d'Eldo et présentateur du podcast L'influenceur BTP. Et puis XK, qui est un des principaux animateurs, je peux vous présenter comme ça, de Technique TP. Voilà, votre communauté Facebook, plus de 320 000 personnes quand même. Ah oui, vraiment. Et c'est pas fermé, hein, c'est ça qui est bien. Non. Et si vous avez envie de tout savoir, tout connaître sur ces métiers, eh bien, ne vous trompez pas d'adresse. Voilà, c'est la fin de cette matinée consacrée à la formation aux jeunes, dernière matinée de ce dernier jour du salon Intermat 2024.